Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 5, ma démarche vers l'emploi choisi. À ce stade, ma décision est prise. Soit j'ai un projet précis, soit j'ai défini les critères qui font que mon prochain emploi sera dans le cadre ou non. Dans tous les cas, pour être proactif et maîtriser le processus, je dois engager une démarche de conduite de projet. Assez réfléchi, j'avance et c'est en avançant que je vais trouver non seulement mon chemin, mais mon Graal en matière d'emploi. Cet exposé constitue la séquence 5 de la webconférence intitulée « Confectionner mon emploi sur mesure ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon pitch de conférencier décalé. Accéder à l'emploi de mes rêves. Bien décidé à me fabriquer un emploi sur mesure qui prend en compte mes compétences, mais aussi mes aptitudes, ma personnalité et mes motivations actualisées, il ne me reste plus qu'à entrer dans une démarche proactive, couramment appelée la démarche réseau. De quoi s'agit-il vraiment? Bien qu'ancienne, cette approche de l'emploi est toujours mal connue et surtout mal comprise. Le mot démarche est clair, il s'agit bien de partir d'un point pour parvenir à un autre en effectuant un parcours. Le mot réseau l'est moins, puisque l'on ne parle pas des réseaux sociaux. En l'occurrence, on ne parle pas ici de l'approche via Internet, mais de l'utilisation des réseaux à l'ancienne pour atteindre un objectif en passant par les amis des amis de nos amis. Au départ, je me sens très seul, et pour tout dire, je patauge un peu dans la semoule. Je sais qu'il existe tout autour de moi des employeurs que je suis susceptible d'intéresser, mais je n'ai qu'une vague idée de l'endroit où ils se trouvent et de qui ils sont. Surtout si je suis un peu couteau suisse multihomme. C'est moins vrai si je suis passionné par un métier hyper pointu sur un marché étroit. C'est volontairement que l'aboutissement des recherches est représenté ici de couleur vert espérance et que le fossé qui me sépare de l'embauche est représenté en gris, couleur brouillard. Je peux bien sûr me faire accompagner par un coach emploi ou m'inscrire à une association spécialisée. Mais la démarche réseau contribue de toute façon, dans sa première phase, à m'aider à définir mon emploi sur mesure, mon plan A. Rendons à César ce qui appartient à Daniel Porot, d'autant plus que le cabinet Porot est toujours très actif. La démarche réseau a été conçue et formulée à Genève, sans doute au début des années 80, et je m'en suis fortement inspiré en 1988 pour créer la méthode du club Nouvelle Donne. L'idée géniale consiste à transformer un demandeur d'emploi en proposeur de services, l'un des principaux moyens étant la démarche réseau. L'approche traditionnelle est initiée par l'employeur, qui me cherche parmi 200 ou même 2000 concurrents. Pour ma part, j'attends qu'un employeur vienne me chercher et je me contente de répondre aux annonces. Ça peut marcher, et ça marche souvent si je suis un produit particulièrement attractif. À vrai dire, les annonces concernent à 80% des gens qui ont l'expérience des seniors, mais le salaire des juniors, ce qui n'est pas forcément mon profil. Les annonces recherchent essentiellement les bons petits soldats de l'entreprise, un rôle qui ne me fait pas forcément rêver. Si c'est moi qui prends l'initiative, ça inverse le procédé. C'est moi qui rencontre qui je veux pour leur proposer mes services. Ça inverse aussi l'efficacité de la démarche, ça je vous le garantis. D'où l'intérêt de bien comprendre le principe. Dans un premier temps, ne sachant pas où se cache mon prochain emploi, je regarde dans toutes les directions sans a priori. Et c'est là où ça coince avec les hyper-analystes. J'irais bien rencontrer telle personne, mais il n'est pas certain que cet entretien me soit utile. Et alors? Ça coince aussi avec tous ceux qui ne veulent pas qu'on les aide, et ceux qui ne veulent pas déranger, mais nous en reparlerons plus loin. Entre moi et mon emploi, je vais très vite découvrir qu'il y a beaucoup de monde, et que ces gens connaissent du monde, car ils appartiennent à des cercles. Il ne faut pas confondre cercle et réseau. Faire du réseau, c'est sortir de son cercle pour explorer tous les autres cercles en adoptant le principe des ronds dans l'eau. Je rencontre mon cousin qui me permet de rencontrer un de ses collègues de bureau, qui fait du vélo avec quelqu'un, qui me fait rencontrer un ancien de son école, qui, etc., etc. La famille, le bureau, les sports sont des cercles. Faire du réseau, c'est d'aller de proche en proche pour finalement être recommandé par quelqu'un qui ne me connaissait pas une heure avant. Ça semble étrange, mais ça fonctionne très bien. Ce schéma peut vous sembler un peu complexe avec des flèches dans tous les sens, et il est exact que vous mettez en route une machine de guerre dont le maniement va vous échapper quelque peu. La démarche garde un côté aléatoire, et il faut compter sur la chance, ce qui ne plaît pas trop aux cartésiens. À part les experts en statistiques, tous les techniciens et les comptables mettent du temps à adhérer à une démarche qui risque de conduire à un emploi imprévu au départ de la démarche. Bref, ce n'est pas très scientifique, mais les essais cliniques effectués depuis 50 ans ont largement prouvé l'efficacité.
La démarche réseau progresse du connu vers l'inconnu, en s'appuyant à chaque passage sur une recommandation. C'est une démarche commerciale très cool, car on ne tape jamais dans le dur. La personne qui vous reçoit ne le fait même pas pour vous, puisqu'elle ne vous connaît pas. Elle le fait pour rendre service à un ami proche. Il y a 30 ans, les gens ne comprenaient pas très bien en quoi ils pouvaient vous aider, mais aujourd'hui, bien des gens y sont passés. Et il suffit d'être clair. Bonjour monsieur, merci de me recevoir, je viens sur les conseils de monsieur ou madame Untel. Comme vous le savez, pour trouver un emploi aujourd'hui, il faut connaître son marché, et pour cela, il faut interviewer des actifs, ou une explication dans ce style. Toute l'astuce consiste à avoir accès aux cercles qui ont une réputation de solidarité. Si vous connaissez l'ami d'un franc-maçon, par exemple, ou d'un membre actif d'une association d'anciens élèves d'une belle école, tout le cercle va s'intéresser à votre cas. La solidarité renforce le sentiment d'appartenance et c'est ce que recherchent tous les cercles. Les minorités, quelles qu'elles soient, et les membres d'une diaspora font partie des cercles les plus solidaires. Ils vous aideront sans vous obliger à adhérer à la cause, à la condition que vous veniez de la part d'un membre de leur cercle. Vous pouvez même fréquenter la sortie de certaines messes de 11 heures sans pour autant assister à tout l'office. Évitez quand même les sectes. Dans un premier temps, vous faites votre étude de marché et vous affinez simultanément votre offre. À une époque, la formule était « Merci de m'aider à valider mon projet professionnel ». Bon, partez une bonne fois pour toutes de l'idée que votre projet n'intéresse que vous. Il faut expliquer à votre interlocuteur ce que vous pouvez apporter à un employeur. Du coup, il va vous donner le nom d'un ami à rencontrer de sa part et qui pourrait vous en dire plus. Dans cette première phase du réseau, vous avez le droit d'être un peu dans le potage, normal, puisqu'officiellement, vous venez pour clarifier vos idées. Je vous le répète, c'est cool comme démarche. Lorsque votre cahier des charges devient clair, vous refermez la tuyère et vous rencontrez des gens pour avoir des contacts avec les employeurs dans votre cible. Vous décrivez le cahier des charges de votre prochain emploi. À ce stade avancé de votre démarche, si vous avez 3 projets, vous ne parlez plus que de celui sur lequel vous venez chercher plus d'infos. Inutile d'embrouiller les idées de celui qui souhaite vous aider. Avant d'aborder n'importe quel entretien un peu important, nous devons faire la paix avec nous-mêmes et partir du principe que notre interlocuteur va être de son côté à la fois utile et sympa. Les positions de vie de l'analyse transactionnelle sont hyper simples à comprendre et évitent tous les échanges inutiles. L'idée est que plus ou moins consciemment, j'aborde tout entretien avec une posture qui va influencer le comportement de l'autre. Moi, je me sens bien ou pas bien et je considère que l'autre est un bon contact ou pas. Ça détermine 4 zones. Si je pense être nul et que je prends l'autre pour un grand caïd, j'aborde l'entretien en position de déprime. Si j'ai peur d'être mangé, eh bien l'autre ne sera pas contrariant et il va me manger. Ou au mieux, il va m'envoyer le SAMU et il va me consoler d'être en effet très nul. Dans les 2 cas de figure, l'entretien évidemment n'aura pas de suite. Je me suis fait un jour agresser par une candidate. Bonjour monsieur, je suis venu, mais vous devriez avoir honte de faire ce métier de négrier, et je refuse de travailler dans une entreprise qui passe par des gens comme vous. SIC, en français dans le texte. Cette personne avait un CV qui correspondait très bien au poste, mais je n'ai pas pu la présenter à mon client. Dommage, car cette personne n'était pas une vraie arrogante. Sans me connaître, elle avait une image tellement mauvaise des recruteurs en général, que pour se rassurer, elle avait dû se shooter à la colle avant de venir. Bon, retenez que l'arrogance n'est jamais une bonne posture, même si c'est le moyen de pallier à vos angoisses. Si je suis convaincu qu'il n'existe pas d'emploi pour moi et que la personne en face de moi n'est pas la bonne personne pour m'aider, elle ne va pas me contrarier non plus. Elle va m'expliquer que les temps sont durs pour tout le monde et que ses rhumatismes la font souffrir. J'ai assisté à des entretiens d'embauche qui ressemblaient à des goûters de Tamalou des clubs 3e âge. Au bout de 5 minutes, les 2 parties savent que l'entretien n'aura pas de suite, et on poursuit quelque temps par pure politesse. Dans le cas de l'entretien de recrutement, ça se termine souvent par la fameuse promesse « on vous écrira ». Le recruteur que vous avez pris pour une bille ne va pas vous sélectionner. Par élimination, il ne me reste plus qu'une case. J'ai oublié comment l'analyse transactionnelle baptise officiellement la zone OK. Moi je l'appelle Banzai. Allons-y, y a rien qui gêne, tous les feux sont ouverts. Retenez simplement l'idée que si je doute de mon interlocuteur et ou de moi-même, il vaut mieux reporter le rendez-vous. Si ce rendez-vous est important, je vais même griller une cartouche, car une première mauvaise impression, c'est bien connu, est très difficile à rectifier. Après avoir bien adopté la bonne posture, il est conseillé ensuite de respecter la tuyère de la vente propre à n'importe quel entretien qui a un objectif.
il convient de dérouler l'entretien selon 4 phases. Ce petit schéma indique les temps à affecter en théorie à chaque phase pour un entretien d'1 heure. Ne pas oublier d'établir le contact. Il est d'usage de consacrer quelques minutes à échanger des banalités. L'objectif est de mettre sur la même longueur d'onde les 2 interlocuteurs avant d'aborder le vif du sujet. Il ne convient pas bien sûr de s'y attarder plus que mesure. À vous d'y mettre fin quand vous vérifiez que l'autre a bien fait dans son cerveau la place nécessaire pour rester branché sur votre problématique du moment. Ne commencez pas tant qu'il a la tête ailleurs. Avant de dévoiler mes batteries, je cherche d'abord à bien comprendre à qui j'ai affaire. S'il est courtois de me présenter en premier, je prévois un pitch qui n'excède pas 2 minutes et je pose une question concernant mon interlocuteur. Je m'intéresse à son activité. Si j'ai souhaité vous rencontrer, ce n'est pas par hasard. Quand je voudrais qu'à son tour il s'intéresse à moi, il sera forcément plus réceptif. Normal. C'est moi qui décide, en tenant compte du temps imparti, à quel moment je referme la tuyère pour parler de mon cas. À chaque entretien, j'ai fixé un objectif précis, obtenir des noms et des adresses ou des renseignements sur un métier ou un marché. Pour atteindre mon objectif, il faut que mes propos soient argumentés, mais il faut aussi le faire au sentiment. C'est une affaire de dosage. Retenez que quelqu'un vous aidera si vous l'avez convaincu, mais aussi si vous lui avez plu. Et n'oubliez jamais, on embauche parfois celui qui nous a fourni la meilleure argumentation, mais on embauche toujours celui ou celle avec qui on a envie de travailler. Savoir conclure. C'est toujours mieux si c'est moi qui conclue un entretien. Je n'abuse pas du temps de l'autre. Quand? Eh bien, quand j'ai atteint mon objectif. D'où l'évidence. Tout entretien qui n'a pas d'objectif sera raccourci par l'autre. Le chômeur devenu demandeur d'emploi puis offreur de service se comporte un peu comme un pilote de projet et donc il doit savoir conclure. C'est important. S'il existe peu d'employeurs intéressés par mon profil, je dois me dire que j'ai aussi peu de concurrents. Dans ce cas, je fais du réseau pour obtenir le maximum de renseignements sur mes rares cibles, mais j'attends d'être clair dans ma tête pour provoquer la rencontre. Si je vise une entreprise en particulier, je cherche à rencontrer un maximum de ses salariés avant de rencontrer le patron. Inversement, si j'ai peur d'avoir trop de concurrents, je sais que du coup il y a aussi beaucoup d'employeurs intéressés et je peux activer mes réseaux tous azimuts. Comment me présenter, c'est le fameux pitch strictement limité à 3 minutes qui doit permettre à l'autre de savoir qui suis-je, d'où viens-je, où cours-je et dans quelle étagère. Les grandes questions existentielles en fait. Qui suis-je? À part mon identité que je dois décliner, il ne faut pas dire qui je suis, mais ça doit transparaître par la manière de me comporter pendant la conversation. Par exemple, ne dites pas « je suis quelqu'un qui m'intéresse aux autres », mais prouvez-le en vous intéressant à votre interlocuteur. Ne dites pas « je sais écouter » si vous poursuivez votre argumentaire sans répondre aux questions que l'on vous a posées. D'où viens-je? Surtout ne lisez pas votre CV. Celui qui vous reçoit a pris sur son emploi du temps et il est extrêmement fastidieux d'écouter quelqu'un vous raconter sa vie quand on sait que l'on a des tâches à finir avant de pouvoir quitter le bureau le soir. Plus qu'un résumé, exposez une synthèse. Votre projet et vos hésitations. Si vous en êtes à la phase étude de marché, vous ne pouvez pas formuler un projet précis, mais vous devez au moins formuler clairement l'état de vos réflexions. En ce qui concerne votre état du moment, évitez de dire « je pédale dans la semoule », mais posez les questions précises sur lesquelles vous avez besoin d'un avis éclairé et objectif. On voit très facilement que quelqu'un est proche de l'emploi quand il parle de son avenir et pas de son passé. Plus vite vous faites du réseau ciblé, mieux ça vaut. Quand vous avez répondu à une annonce et passé un entretien, que vous soyez pris ou non, vous avez appris à mieux connaître votre marché. N'appelez pas échec ce qui vous a instruit. Qu'un entretien réseau vous soit très utile ou juste un peu importe. Remplissez votre agenda avec l'idée que la durée d'une recherche d'emploi est inversement proportionnelle au nombre d'entretiens par jour. Faites même comme si échanger avec des inconnus était une fin en soi, et un jour vous aurez traversé tout le no man's land qui vous sépare de l'emploi de vos rêves. Essayez, ça marche. Dans une démarche aléatoire, il faut mettre la chance de son côté. Retenez cette idée simple. La chance, elle est comme vous et moi. Elle se permet de frapper à la porte un dimanche soir à l'heure du repas, uniquement si elle sait qu'elle va être bien accueillie. Si vous n'avez pas su la saisir en plusieurs occasions, elle ne frappera plus à votre porte. Normal. Si vous faites un beau cadeau à quelqu'un qui n'ouvre même pas le paquet, vous serez moins généreux le prochain coup. Attention,
le manque de confiance en soi, la peur de décevoir ou l'orgueil de vouloir s'en sortir tout seul sont de vrais repoussoirs pour la chance. Et maintenant, quelques règles. Quand j'étais en activité, j'ai souvent reçu au bureau des chômeurs dont l'échange avec moi constituait manifestement l'unique activité de la semaine. Quand ils me demandaient qui rencontrer de leur part, je n'avais pas d'idée. Si je veux garder mes amis, je ne dois pas leur faire des vacheries. Si vous arrivez en retard avec ou sans excuse bidon, je vais vous écouter poliment, mais vous allez casser la chaîne. Commencez toujours par merci de me recevoir, de combien de temps disposons-nous? Ma réponse vous permettra de savoir tout de suite si je vous reçois juste par courtoisie envers la personne qui vous a présenté ou si rendre service m'intéresse vraiment. Il vous faudra bien sûr tenir compte de ma réponse. Vous devriez voir de ma part monsieur Untel qui travaille dans la plasturgie. Oui, mais en ce moment, la plasturgie ne recrute pas. Et alors, ça n'a rien à voir avec le fait que ce monsieur peut vous ouvrir des portes. Madame Untel qui travaille dans les assurances peut vous éclairer sur le métier de contrôleur de gestion. Oui, mais moi je ne veux pas travailler dans les assurances. Après le troisième oui mais, l'huître se referme et l'échange est clos. Acceptez tous les conseils qu'on vous donne, quitte à trier après. Écoutez plus qu'on ne parle. On ne cherche pas à se vendre lors d'un entretien réseau. On vient chercher des conseils, des informations et des adresses. C'est tout. Dernière règle, informez du suivi celui qui vous a donné le contact. Ça semble évident, mais tout le monde promet de le faire et personne ne le fait. Je prends la peine de vous recommander à un ami et j'ignore si vous avez suivi mon conseil et s'il vous a été utile ou non. Depuis 30 ans que je reçois toutes sortes de profils en entretien réseau, seuls 5% environ m'envoient un mail pour me dire comment ça s'est passé. C'est extrêmement frustrant. Environ 10% remercient tous leurs contacts lorsqu'ils ont trouvé un emploi. Un simple mail suffit et ça fait la différence pour la suite. La démarche réseau est très impliquante car il s'agit d'un emploi à plein temps qui suppose l'élaboration et la mise en œuvre d'une vraie stratégie personnelle et actualisée. Mais avouez que sélectionner le meilleur parmi 3 employeurs et considérer un cabinet de recrutement comme un de vos prescripteurs mérite quand même quelques efforts. Si vous avez été victime d'un vrai accident de carrière, prenez le temps de vous soigner avant de l'entreprendre. Les 2 cas qui nécessitent un temps de guérison sont la personne abattue en plein vol avec 1 heure pour vider son bureau et l'inverse, celui qui a subi 50 placards à balai ou de brimades, voire de harcèlement. Il n'y a pas de honte à se refaire une santé. Ceux qui ont la chance d'être chassés peuvent s'en dispenser, mais là encore, il vaut mieux chasser l'employeur que l'inverse. Après avoir trouvé votre emploi, il faudra continuer à vivre en réseau. Pour vivre en réseau, il ne faut pas être trop calculateur. Comme nous ne sommes plus dans l'urgence, nous pouvons explorer des éventuelles impasses. Les clubs métiers, c'est bien, mais ça reste un cercle, et nous pouvons organiser nos loisirs pour découvrir encore d'autres cercles. Il est même recommandé de lire plusieurs journaux. Être le membre un peu atypique d'un cercle fermé permet d'élargir nos réseaux, quitte à démissionner au bout d'1 an, si ce cercle se révèle pour nous être une impasse. On peut zapper en emploi, mais dans le monde associatif, il existe aussi énormément de choses à découvrir. Si vous parvenez à avoir un entretien avec le maire, le président du MEDEF ou celui de la chambre de commerce, vous risquez un entretien poli si vous venez de la part de l'un de ses proches, mais ce ne sera pas forcément le plus fructueux de tous vos contacts. Je connais l'histoire vraie d'une assistante de direction de 52 ans qui, après 5 mois de contact infructueux, a été recasée par sa femme de ménage. J'interviens dans une entreprise où le patron vient d'embaucher 2 petites jeunes à la suite et ça n'a pas marché. C'est quelqu'un comme vous qu'il lui faut. Donnez-moi votre CV, je m'en occupe. L'assistante a été embauchée et ce poste la conduit jusqu'à la retraite. Cette histoire étant rigoureusement authentique, ne me dites pas que vous n'avez pas de réseau. Si vous avez une gardienne d'immeuble, expliquez-lui votre cas. Je connais aussi un médecin qui a recasé un client au client suivant. Retenez ces 3 mots, disponibilité, curiosité, ouverture. Vivre en réseau, c'est m'intéresser aux autres quand mon problème est résolu. Il m'est arrivé, une fois, de recommander quelqu'un que j'appellerais A à quelqu'un appelé B, à qui j'avais consacré 2 entretiens d'1 h 30. Or, 3 ans plus tard, B n'a pas reçu A, prétextant qu'en ce moment, il était débordé. Il est clair que si B se retrouve sur le carreau, j'aurais du mal à trouver un créneau dans mon emploi du temps de retraité. Ce comportement est exceptionnel. Normalement, ceux qui ont pratiqué et apprécié la démarche réseau auront plaisir à vous rencontrer. Vivre en réseau, c'est le contraire du fameux groupir par affinité. C'est s'intéresser à d'autres cercles, d'autres métiers, d'autres milieux, d'autres générations. Et ça, il ne faut pas l'arrêter une fois en place.
Concrètement, vivre en réseau implique aussi d'avoir au quotidien des échanges intéressants avec des gens que l'on ne fait que croiser. À quoi ça sert, me direz-vous? Je vous répondrai bien à réussir sa vie, mais il y a plus pragmatique. Dans une société en mutation où tout est précaire, vivre en réseau est la seule condition pour répondre à la plus exigeante des questions existentielles, à quoi sers-je? Vivre en réseau est également la condition de réussite pour tous ceux qui ont fait le choix de travailler en indépendant. Chapitre suivant, mes conseillers. Pour devenir un pro de la recherche d'emploi, j'ai tout intérêt à me faire accompagner. Et surtout, n'oubliez jamais, naviguer vent arrière et nager dans le sens du courant. C'est tellement plus cool que de stresser et tellement plus efficace. Oncle Jacques.